Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 137, Je cultive la bienveillance. Cette semaine, un immense merci à vous tous qui nous écoutez toutes les semaines. Et vous êtes de plus en plus nombreux. Alors, un petit clin d'œil spécial à tous ceux qui ont des bulles de transpi en m'écoutant. Je pense à Franck, Philippe et Pierre en plein jogging, à Julie et Armel qui cuisinent en savourant nos bulles, à Judith qui s'évade au volant au milieu des emboutes, et une dédicace spéciale à Sandra qui, depuis son bain, au milieu de ses bulles de savon, se prélasse. Et vous, où écoutez-vous nos bulles de bonheur ? Racontez-nous sur notre page Insta ou notre page Facebook 2 minutes de bonheur en commentaire de l'annonce de ce podcast. Nous vous y attendons nombreux. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand j'adresse quelques mots et un sourire à une personne isolée, quand je rends service à ma voisine fatiguée par une naissance, quand je fais une conduite pour une amie qui a le Covid, ou quand j'écoute ma copine débordée par son boulot, quand je fais les courses de ma mère en perte d'autonomie. J'ai bien compris que tout ça, c'était de la bienveillance. Et là, ça me chicote, parce qu'au bout d'un moment, quand je fais tout ça, ça me coûte vraiment. Moi aussi, j'aimerais qu'on s'occupe de moi. Je peux même péter les plombs quand je donne trop. Et là, je comprends vite que je ne suis plus du tout dans la bienveillance. Alors comment garder le bon cap ? Mais quelles sont les définitions de la bienveillance ? Question étymologie, la bienveillance est une disposition favorable à l'égard d'autrui. Du mot latin benevolentia, qui donne aussi le mot bénévole. La bienveillance n'est pas un principe d'action, mais une forme de relation. Elle est un engagement de l'être, une tournure d'esprit, un trait du cœur et de la raison, nous dit Marc Grassin, philosophe de l'Institut catholique de Paris. Selon la théorie des valeurs universelles de Schwartz, la bienveillance vise à préserver et améliorer le bien-être d'autrui. Elle favorise ainsi les relations de coopération et de solidarité. Elle inclut des comportements tels qu'être secourable, honnête, indulgent, responsable ou encore loyal. Très simplement, être bienveillant, c'est aider ou faire du bien aux autres ou à soi. Cette bienveillance est présente partout, comme dans la convivialité, la gentillesse, l'altruisme, la générosité, mais aussi dans la compassion et l'empathie. C'est aussi ignorer la mesquinerie et la jalousie. En fait, la bienveillance s'exerce à longueur de journée. Démarrons également avec le prérequis que la bienveillance est différente de laxisme. Être bienveillant, ce n'est pas tout laisser faire, ce n'est pas remettre en question ni le cadre, ni la responsabilité. En étant bienveillant avec les autres, on accepte l'autre comme il est. J'essaye de comprendre ce que l'autre ressent en me mettant à sa place pendant quelques minutes. Il n'est pas question de le juger, simplement être présent dans les bons moments et les moins bons moments. Vous avez bien compris, il s'agit d'écouter. Écouter, c'est un des dons les plus importants que l'on puisse faire. Il n'y a pas de meilleur moyen pour montrer que le vécu de l'autre a de l'importance. Par exemple, passer du temps après sa journée de boulot à écouter son ado. Écouter, c'est se créer une bulle, c'est créer une atmosphère de confiance dans laquelle la personne se sent accueillie et sécurisée. Je vous renvoie à notre podcast 28, J'apprends à écouter. Être bienveillant, c'est aussi prendre soin de l'autre à tout moment. Par exemple, rechercher les fleurs préférées de votre maman et lui envoyer pour la fête des mères. Ou encore, préférer une balade en forêt, une visite dans un musée pour passer du temps avec une personne isolée. La bienveillance s'exerce aussi dans le service. Tous les religieux et toutes les religions vous le diront. Il n'y a pas de but plus élevé que de vivre dans le service. Rendre un service à une personne qui en a besoin est le meilleur moyen d'exercer sa bienveillance. Cet altruisme est aussi une voie vers le bonheur. D'ailleurs, nous retrouvons là l'origine du mot bénévolat dont nous parlions tout à l'heure. Par exemple, les personnes qui participent à des œuvres de bienfaisance, comme la distribution de repas aux plus démunis, ont une grande satisfaction à rendre ce service à la communauté
effectivement, on peut observer chez ces personnes un grand sentiment de bien-être. Mais, comme toute belle chose, il y a le revers de la médaille et des écueils à la bienveillance. Le premier serait d'agir envers les autres de façon démesurée. Nous avons tous en tête des exemples d'aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux, s'user à la tâche. Je pense aussi à des parents qui font un burn-out parental ou à des salariés qui font un burn-out professionnel. Comme vous l'imaginez, cette bienveillance extrême nuit à la santé en générant un épuisement mental et physique. Je vous renvoie pour ça notre bulle de bonheur 67, je me positionne par rapport aux autres. Le second cas d'écueil de la bienveillance est souvent lié au premier, est celui de négliger ses propres besoins personnels. Pour ça, je vous renvoie à notre podcast numéro 12, J'identifie mes besoins. La troisième mise en garde est la bienveillance manipulatrice et abusive qui, en nuisant à celui qui reçoit, ne peut être considérée comme de la bienveillance. Allez, je change de regard. Comment pouvons-nous pratiquer la bienveillance ? Alors, je pense que la première chose à faire est de pratiquer la bienveillance envers soi-même. Souvent, la dureté ou le manque de bienveillance que nous manifestons envers les autres peuvent trouver leur origine dans la rudesse avec laquelle nous nous traitons bien souvent nous-mêmes. En effet, lorsque nous nous sentons en insécurité, notre système de détection et de défense face au danger est activé. Nous sommes en mode survie et il y a plus de risques que nous nous comportions de façon égoïste ou agressive vis-à-vis des autres. Nous pouvons même fuir la situation. D'ailleurs, certains chercheurs comme Paul Gilbert ont avancé l'hypothèse que la douceur envers soi désactive ce système de défense et active le système d'affiliation associé aux relations avec les autres. D'autre part, la bienveillance envers soi commence par l'acceptation et la gentillesse. Prendre soin de soi en étant bienveillant, c'est parvenir à accepter ce que l'on est et ce que l'on n'est pas. Certains jours, nos défauts nous font honte. Notre faiblesse nous fait enrager. Nous avons contre nous des jugements négatifs et sévères. Et d'autres jours, il est facile pour nous de nous aimer. Notre estime est alors au beau fixe et notre vie nous semble heureuse. Je pense que bon nombre d'entre vous se reconnaissent dans ces paroles. Ensuite, la bienveillance implique aussi de se traiter avec soin. C'est un processus dynamique qui implique d'une part de se réconforter, de s'apaiser et d'autre part de se protéger, de se motiver et de valider ce que l'on est ou ce que l'on fait. Cette douceur envers soi-même est une clé pour entretenir des relations plus amicales avec les autres. Prendre soin de soi, c'est comme le masque à oxygène dans l'avion. En cas de dépressurisation, le personnel de bord vous demande de commencer par vous-même en vous mettant correctement ce masque à oxygène avant de pouvoir aider votre voisin ou votre enfant plus vulnérable. Effectivement, l'auto-bienveillance permet de mieux prendre soin de l'autre. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 39, je pratique l'autocompassion. Et si j'étais mon meilleur ami ? Je vais partir d'un exemple. Si une de vos amies vous raconte qu'elle a eu des problèmes ce matin avec ses enfants pour les préparer pour aller à l'école, elle était pressée et ses enfants n'obéissaient pas. La situation était super tendue. Et ce matin-là, exaspérée, votre amie a mis assez durement un de ses enfants en pyjama dans la voiture alors qu'il pleurait. Et en plus, tout ça sous le regard des voisins. Votre amie s'en veut terriblement. Elle se dit qu'elle ne se lève pas assez tôt le matin, qu'elle n'arrive pas à gérer la situation, qu'elle perd ses moyens, elle a honte du regard de ses voisins et qu'elle fait des choses qu'elle n'aurait pas imaginé faire dans son idéal de bonne mère. Vous voyez le tableau ? Comme vous êtes son amie, vous l'écoutez attentivement, vous compatissez et, comme vous avez un regard extérieur, vous pourriez lui dire « En réalité, je pense que nombreux sont les parents qui se retrouvent dans la même situation que toi et avec l'heure qui tourne et les enfants qui ne veulent pas s'habiller. » Beaucoup de parents aussi perdent leurs moyens. Cependant, cet agacement ne fait pas de toi une mauvaise mère. C'est simplement une situation qu'on est nombreux à rencontrer le matin et ensuite, tous ces parents, comme toi, tu es en train de chercher d'autres moyens de faire, voyant que ce moyen-là n'était
ni efficace dans la durée, ni satisfaisant. À travers votre réponse, vous avez offert à votre ami une prise de recul pour regarder la situation sous un angle différent et lui permettre de prendre de la hauteur pour qu'elle fasse ce petit pas de côté et qu'elle choisisse une nouvelle attitude, une nouvelle posture qui sera sans doute plus adaptée à sa situation. Quelle chance vous lui offrez par votre écoute, votre bienveillance et votre accueil sans jugement. Et vous, quand vous êtes dans une situation que vous vivez régulièrement et qui est difficile pour vous et pour laquelle vous êtes dans l'autocritique et la culpabilité, repensez à cet exemple et regardez la situation en vous parlant comme si vous étiez votre meilleur ami. Alors, comment être bienveillant envers soi-même? Soyez attentif aux mots que vous utilisez en parlant de vous. Quand vous vous traitez d'imbécile ou de nul, il est difficile ensuite de s'affirmer, d'avoir confiance en soi, parce que vous confondez la personne et l'acte. Si vous avez raté quelque chose, c'est la chose que vous avez ratée, et non vous qui êtes raté. Prenons un exemple. Si vous dites « je suis nul d'avoir oublié ce rendez-vous », là, vous nommez l'acte, et ça a un impact bien différent sur l'estime de soi que de dire « je suis nul avec moi, c'est toujours pareil, je suis incapable de penser à ce que j'ai à faire ». Là, c'est la critique de la personne. Deuxième idée pour être bienveillant avec soi-même. Accueillez vos comportements sans les juger. Reconnaissez vos émotions, la souffrance ou la joie qui y sont associées, et surtout, valorisez et soyez fiers et satisfaits des moments qui vous font vous sentir bien. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 92, je suis imparfait. Troisième idée, stop à la comparaison, car soit elle dévalorise, soit au contraire, elle renforce votre ego. Or, être bienveillant, c'est penser que l'autre est comme soi, comme moi, je suis comme l'autre, ni mieux, ni moins bien, juste pareil. Quatrième idée, acceptez votre vulnérabilité. Votre vulnérabilité participe à la création du lien. Elle permet d'être touché par l'autre. C'est la lumière qui entre par la faille, comme l'exprime Leonard Cohen dans sa chanson. Je vous renvoie à notre bulle de bonheur 49, je montre ma vulnérabilité. Que dire de la bienveillance parentale? Nous en avons beaucoup parlé dans notre podcast 52 sur l'autorité bienveillante. La bienveillance en éducation implique des règles et de l'autorité de la part des adultes, tout en préservant une écoute inconditionnelle et bienveillante. Le cadre posé est cependant propice à une adhésion de l'enfant et non à une soumission. La motivation induite par une éducation bienveillante est par conséquent saine et pérenne. Ce climat de confiance permet de prendre des risques et de faire les apprentissages en toute sécurité. Ajoutons que les enfants élevés dans la bienveillance feront plus naturellement preuve de bienveillance à leur tour. C'est un cercle vertueux. Que dire de la bienveillance dans le monde professionnel? De plus en plus de psychologues s'intéressent à la bienveillance au travail et la récente pandémie renforce cette tendance dans le monde de l'entreprise. Effectivement, la bienveillance est un engagement vis-à-vis de l'autre et non un concept de management ou d'organisation. Elle consiste à veiller au bien-être de son entourage dans l'accomplissement des projets qu'on lui a confiés, indique Estelle Morin, professeure titulaire du département de management de HEC. Elle nous dit aussi, cela touche la santé et la sécurité dans leurs 3 dimensions, physique, psychologique et sociale. La bienveillance permet aussi d'instaurer le climat de sécurité nécessaire pour que les équipes puissent prendre des initiatives, voire des risques, afin d'améliorer leur efficacité et trouver des solutions innovantes. Et elle précise que la bienveillance repose sur le besoin profondément humain de rendre service. Et que dit-on de la bienveillance à l'école? Des travaux récents ont mis en évidence que la bienveillance est bénéfique pour le bien-être de l'enseignant, des élèves et pour la motivation et la qualité des apprentissages. En effet, les études ont démontré que les émotions désagréables sont dommageables notamment pour l'attention, la mémorisation, la créativité, la motivation à apprendre et nuisibles au fonctionnement social. Ouf! À l'inverse, les émotions dites agréables ou positives permettent de mieux apprendre,
favorise la créativité et la résolution de problèmes, ainsi que le bien-être individuel et la qualité des relations sociales. De son côté, la psychologie positive nous dit que la bienveillance à l'école englobe les notions de respect, de tolérance, d'acceptation et d'empathie, mais aussi de compassion et d'exigence adaptée à l'âge, de fermeté et de rigueur, c'est-à-dire de maintien d'un cadre conforme aux besoins psychologiques des élèves. Que dire des effets positifs de la bienveillance ? Les conséquences de la bienveillance envers soi ou envers les autres portent sur de nombreux aspects de notre bien-être. Nous pouvons en retirer des relations plus riches avec une plus grande variété de personnes, tout comme un esprit plus ouvert. Cela permet de développer une attitude plus positive dans beaucoup d'aspects de la vie de tous les jours. Citons l'expérience faite par Sonia Lyubomirsky et al. En 2005. Effectivement, cette expérience montre que lorsqu'on demande à des personnes de faire plusieurs actes de gentillesse envers des étrangers au cours de la même journée, leur niveau de bien-être augmente. J'ai envie de vous partager aussi une méta-analyse de 201 études qui a démontré que la bienveillance a un impact positif sur notre corps. Elle développe de la sérotonine, cette hormone du bonheur, et de ce fait, ça renforce nos défenses immunitaires. En conclusion, j'ai envie de vous proposer d'augmenter sans compter tous vos actes de bienveillance, vos sourires, vos attentions, vos gratitudes. Il en va de votre santé. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. La bienveillance envers soi se cultive en reconnaissant la richesse que nous sommes. 2. Multiplier les actes bienveillants vis-à-vis des autres est une source de bonheur. 3. Avec la bienveillance, mon bien-être et mon estime de moi vont augmenter. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes ensemble nous propose de nommer, là, tout de suite, un acte bienveillant que vous avez posé pour vous-même et un autre pour votre entourage. Si, vous allez trouver. La petite mousse est toute douce aujourd'hui. Elle nous est servie par Catherine Guéguin. Être bienveillant, c'est porter sur autrui un regard aimant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'ils se sentent bien et en y veillant. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.